Sujet 35, effet Doppler-Fizeau en astronomie. Alors, le but de l'épreuve est d'évaluer. Alors, à partir de l'exploitation de spectres de raies, la vitesse radiale d'une étoile, puis la période de révolution d'une planète en orbite autour de cette étoile. Donc on va devoir chercher la vitesse radiale d'une étoile. On vous explique dans le texte d'introduction que la méthode qui va être utilisée, qui est la méthode de la vitesse radiale, elle est basée sur l'effet Doppler-Fizeau. Donc on comprend que c'est relatif au chapitre Doppler, effet Doppler. Alors un document nous explique un peu le phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Une étoile tourne comme ça autour d'un point C. Elle est en train de tourner. Nous sommes ici, tout en bas, observateurs, O. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, lorsque l'étoile effectue ce mouvement de rotation, elle s'approche de nous. Puis, lorsqu'elle effectue la deuxième partie de sa rotation, elle s'éloigne. Et donc, sa vitesse relative va être dirigée vers nous ici et vers l'extérieur dans la deuxième phase. Il va en résulter un décalage des longueurs d'onde perçues. Donc, par exemple, voici ici le spectre qu'on pourrait avoir au laboratoire. D'accord, on émet une lumière, il n'y a pas de déplacement particulier. Si l'objet, en l'occurrence l'étoile, s'éloigne de nous, on voit que, par exemple, la raie qui est ici va se déplacer vers la droite. On va donc se décaler vers les rouges, on a un redshift, d'accord? On a lambda qui va augmenter si l'objet, donc pour nous l'étoile, s'éloigne. Si les longueurs d'onde sont déviées de l'autre côté, c'est-à-dire vers le bleu, on a un blue shift, à ce moment-là, lambda va diminuer et l'étoile s'approche. Donc en observant la lumière perçue d'une étoile, on peut savoir si elle s'éloigne ou si elle s'approche. Un autre document du sujet nous explique, du point de vue calculatoire, comment on peut exploiter cela. On nous dit que lambda', c'est-à-dire la longueur d'onde observée, c'est la longueur d'onde de référence multipliée par un facteur qui vaut 1 plus la vitesse radiale divisé par la célérité de la lumière. Et on fait le calcul pour nous, on nous explique que la variation de la longueur d'onde, donc entre celle qu'on perçoit et celle de référence, elle est égale à lambda de référence, que l'on connaît, multiplié par la vitesse radiale, divisé par la célérité de la lumière. Donc on a un lien entre delta lambda, variation de longueur d'onde, et la vitesse radiale. Un document du sujet réexplique le décalage vers le bleu et le décalage vers le rouge avec les delta lambda concernés. D'accord? Mais le tout, c'est de bien comprendre qu'on a un décalage vers le rouge si l'étoile s'éloigne, un décalage vers le bleu si elle s'approche. Premier travail à réaliser. 20 minutes, donc un coefficient 2 qui est quand même assez important. Vous disposez de 11 spectres d'absorption. Et on vous explique que, en fait, dans ce spectre, il y a deux raies très visibles, qui sont les raies du sodium. Ces deux raies, on vous donne leur valeur de référence. On vous dit qu'à partir du logiciel Salsa, qui est un logiciel que vous n'avez peut-être pas utilisé pendant l'année, mais qui est très simple d'utilisation, on va le voir, à partir de Salsa, on vous demande, regardez bien, de déterminer, c'est noté ici, déterminer pour ces 11 spectres, la valeur de la longueur d'onde lambda 1 qui correspond à la raie de gauche du doublet. Donc grâce à Salsa, vous devez trouver sur les 11 spectres la valeur de lambda de la raie de gauche. On commence donc par lancer le logiciel Salsa, puis aller dans Fichier, Ouvrir un spectre. On choisit alors le premier spectre, spectre 1, et on l'ouvre. Alors, une fois qu'on a ouvert, il se peut que, regardez l'axe des abscisses, ici, il est gradué en fréquence. Nous cherchons une longueur d'onde. Donc on va commencer par modifier l'axe des X pour bien faire apparaître une longueur d'onde. On clique donc sur Indiquer l'échelle, puis on va choisir dans le canal la longueur d'onde. On valide. On obtient alors
ce nouveau spectre, je passe en plein écran, et on repère les deux raies, voici, du sodium. Et on nous a dit de nous intéresser à la raie de gauche. Et il faut déterminer lambda pour cette raie de gauche. On pourrait se contenter de venir prendre la valeur, mais ce n'est pas très précis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement zoomer. Alors on est aux alentours de 589, légèrement au-dessus. Donc on va prendre entre 589 et zoomer jusqu'à 589,1. Donc on reprend les propriétés. Et dans ces propriétés, on va donc inscrire 589 et 589,1. Je valide. Et on obtient, alors 589, vous voyez, j'ai pas suffisamment zoomé, j'ai du mal à l'écrire. Voilà, j'ai donc remis 589, 589,1 et j'obtiens le pic et je viens déterminer la longueur d'onde ici du sommet du pic. Une fois que j'ai cette valeur de longueur d'onde, eh bien je vais la reporter maintenant dans un tableur comme on me l'a demandé. Alors ce qui a été fourni, c'est un tableau à 2 colonnes et la première colonne est remplie avec les dates qui correspondent à chacun des 11 spectres que vous avez. Et vous allez donc vous noter la longueur d'onde mesurée pour chaque spectre. Donc pour les 11 fichiers qu'on vous a fournis, vous avez trouvé lambda de la raie de gauche et vous la reportez. Deuxième partie, 30 minutes conseillées, donc fort coefficient. En utilisant les valeurs de lambda que vous venez de trouver, il va falloir proposer un protocole permettant de faire quoi? Bien, à partir du tableur grapheur, calculer la vitesse radiale. Donc le but est de calculer la vitesse radiale pour chaque date. Alors dans les documents, nous est donné cette expression, la seule qui inclut la vitesse radiale, c'est ce que nous cherchons. Or nous avons pour chaque date lambda prime, on vient de le trouver. Lambda référence est donné, donc je connais delta lambda. Je connais lambda référence, et on me fournit la célérité de la lumière. Je comprends immédiatement que pour trouver la vitesse radiale, il faudra donc faire le produit célérité de la lumière par delta lambda et diviser tout ça par lambda référence. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va l'expliquer. Eh bien premièrement, dans le tableur, on va calculer donc calcul de delta lambda qui va être égal à lambda moins lambda référence. Et ensuite, on va effectuer le calcul de la vitesse radiale. On retourne donc dans le tableur et on va ajouter notre delta lambda, donc delta, ce sera notre grandeur. C'est une grandeur qui sera calculée. Et que vaudra delta lambda? Eh bien, ça vaudra la longueur d'onde qu'on a mesurée, qui s'appelle l'onde, L-O-N-D-E. Vous le voyez dans le tableau, et on va lui retrancher moins la valeur de lambda 0 qui nous est fournie dans le sujet. Un retour dans le sujet nous permet de retrouver lambda de gauche qui valait 5889,95 angstrom. Je rentre donc la valeur dans ma nouvelle grandeur, c'est une grandeur calculée, et je valide. Voilà, delta lambda est calculé. Je vais maintenant entrer l'expression de la vitesse radiale, que je vais appeler VR, et l'expression grandeur calculée, elle m'est fournie, on l'a écrit juste au-dessus, on va insérer la valeur de la célérité de la lumière. Donc l'expression est ici, 299,792,5 fois delta lambda divisé par lambda référence, et je le mets dans mon tableur. Voilà, je rentre donc l'expression, je valide. J'ai maintenant VR qui a été calculé pour chaque date. Donc j'ai mis en œuvre le protocole, j'ai calculé la vitesse radiale en fonction de t. On me demande maintenant de tracer la vitesse radiale en fonction du temps et de modéliser la courbe obtenue. On se rend donc dans graphe, on va aller prendre coordonnées, représenter VR en fonction de la date, on valide, et on observe une courbe qui semble ressembler à une sinusoïde.
J'ai obtenu une sinusoïde, il me reste à la modéliser, et une fois que je l'aurai modélisée, je devrais écrire le résultat de cette modélisation. On est donc sur notre graphique, on va dans modélisation, on va maintenant aller choisir un modèle. Alors, c'est aucun des modèles qui sont là, on va dans autre, ça ressemble à une sinusoïde, on choisit sinusoïde, on valide. Alors on voit que la sinusoïde ne passe pas par les points et c'est un élément important. À ce stade-là, il faut bien penser à cliquer sur Ajuster. La sinusoïde s'est bien mise au-dessus de mes points et l'expression nous est donnée VR égale A plus B cos de 360 fois date divisé par un grand T plus phi, et tous les éléments me sont fournis ici, phi, grand T, B et petit a. Je vais donc les reporter dans la solution qui m'est demandée. On a donc les valeurs obtenues par notre tableur qui nous donne VR est égal à petit a 5,99 plus petit b 23,2 cosinus 2 360 multiplié par la date petit t divisé par un grand T équivalait, pour le grand T, on prend la valeur 10,4. Et je ferme la parenthèse. Alors, dernière partie, déterminer la période de révolution de la planète, 10 minutes conseillées, coefficient 1. Donc on comprend que si on a bien fait tout ce qui est au-dessus, on est déjà sur un coefficient 5. Donc là, on est en train d'affiner la note. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. Déduire la valeur de la période de révolution T de la planète à partir du résultat précédent. Alors je vous rappelle ce qu'on a trouvé à la question précédente, on a trouvé l'expression de VR. On nous demande d'en déduire la période de révolution T, grand T. Qu'est-ce qui peut être déjà une date? Alors, VR égale un nombre, donc ce nombre-là est forcément une vitesse. D'accord? Pour que ce soit cohérent, dans une somme, je ne peux sommer que des éléments qui ont la même unité. Donc ça, c'est forcément une vitesse. Ça peut pas être T. 23,2, de la même façon, c'est forcément une vitesse. Cosinus de 360, ce sont des degrés multipliés par t sur 10,4. Il faut absolument que t sur 10,4 soit sans unité. Conclusion, le 10,4, c'est forcément une durée. Donc c'est le seul qui puisse correspondre à une période. Et puis si vous regardez Régressy vous a donné directement, ici, grand T, il vous a dit que la période était de 10,4. Alors, on aurait pu essayer aussi de comprendre sur la figure ce que tout ceci voulait dire. Donc retournons sur Régressy, et en fait vous voyez que la période, on comprend bien que c'est entre le sommet ici et le sommet plus loin, et si vous regardez votre échelle en bas, échelle de temps, vous voyez qu'on retrouve notre fameux 10,4. Donc plusieurs moyens de retrouver cette valeur de 10,4. Sachant que la période de révolution de la planète est de 10,4 jours. Déjà là, on est bien confirmé sur ce qu'on avait trouvé précédemment, donc ça nous rassure. Conclure, en utilisant tout ce que vous affiche le tableur Glaffer, quant à la validité de la méthode et du modèle choisi. Alors retournons dans Régressy, ou dans votre tableur, et vous avez ici sur la partie gauche, un écart donné-modèle. Et intervalle de confiance à 95%, et on vous donne ici les incertitudes sur les différents éléments. L'intervalle de confiance qui nous est donné est à plus ou moins 0,25 avec une valeur de 10,43. Donc 10,43 moins 0,25, ça fait donc 10,43, donc 10,18, est plus petit que la valeur de t, est plus petit ou égal à 10,68. On a trouvé 10,4. On est bien à l'intérieur de notre intervalle de confiance. Donc on peut conclure que la méthode et le modèle qui ont été choisis sont très cohérents avec la valeur réelle.